Dernière édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de ce soir, une certaine accalmie semble s'installer dans la plupart des villes du pays et également à Port-au-Prince ce vendredi, 2 jours après l'agitation qui a secoué le pays suite à l'appel de l'opposition visant à renverser le gouvernement d'Ariel Henry. Les menaces continuent de planer sur le pays après la date du 7 février. Certains leaders de l'opposition ont durci le ton en annonçant des manifestations violentes contre le gouvernement en place. Et puis plus de 800 personnes non impliquées dans les violents échanges en cours ont été tuées en Haïti en janvier 2024, selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Le diplomate a fait remarquer que le nombre de victimes a triplé par rapport à janvier 2023. Donc, bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Environ 2 jours après l'agitation qui a secoué le pays suite à l'appel de l'opposition visant à renverser le gouvernement d'Ariel Henry, une certaine accalmie semble s'installer dans la plupart des villes du pays. À Port-au-Prince, on constate une reprise graduelle des activités. Les transports en commun ont repris, bien que de manière réduite. Dans certains endroits, le commerce reprend progressivement et certaines succursales bancaires ont pu rouvrir pour servir leur clientèle. Cependant, malgré le retour apparent au calme ce 9 février, les menaces continuent de planer sur le pays. Certains leaders de l'opposition ont durci leur discours en annonçant des manifestations violentes contre le gouvernement en place. Des structures politiques telles que Petite Dessalines de Moïse Jean-Charles, Réveil national de Jean-Tel Joseph et Fronor de Rosemont-Jean adoptent une position radicale. Cependant, du côté de l'opposition, la voix d'unie reste discordante. Bien que Clarence Renoir ait appelé au départ du Premier ministre Ariel Henry, il s'oppose à toute forme de violence pour y parvenir. De même, du côté des partisans du pouvoir, les appels au calme se multiplient. Le parti Fusion des sociaux-démocrates déplore les mouvements violents visant à renverser le docteur Ariel Henry du pouvoir. Il réaffirme son engagement envers l'accord du 21 décembre, dont l'opposition affirme qu'il devait prendre fin le 7 février dernier. Le parti appelle le Premier ministre à mettre en œuvre tous les articles de cet accord. Et pour commenter l'actualité, le porte-parole de la Fusion, Mozart Clérisson, est notre invité ce soir. Maître Mozart Clérisson, bonsoir et merci de votre disponibilité. Je vous salue et en même temps, j'adresse des salutations à tous les téléspectateurs et les auditeurs qui vont pouvoir écouter l'émission. Alors, vous êtes porte-parole et secrétaire général adjoint du parti Fusion. Votre parti est signataire de l'accord du 21 décembre, lequel accord prévoyait la passation du pouvoir le 7 février 2024. Entre-temps, il n'y a pas eu d'élection. Est-ce que vous ne pensez pas que notre accord est nécessaire aujourd'hui? Merci pour la question, madame. Mais avant de répondre à la question dans son essence, je voudrais un temps bien court pour parler de la Fusion comme parti politique qui a pour philosophie la social-démocratie et qui a une méthode de lutte depuis sa conception, c'est en tout la recherche de consensus, c'est-à-dire trouver le mécanisme par lequel mettre ensemble les différentes entités à la fois sociales et politiques dans le cadre d'un combat pour la transformation de la société haïtienne. Depuis notre existence, c'est ce que nous faisons, rechercher à l'intérieur des différentes entités politiques cette mécanique qui est capable de nous mettre ensemble pour converger nos efforts vers ce qui est capable de donner au pays cette tranquillité recherchée, ça fait longtemps. Et c'est dans cette optique que vous avez signé l'accord du 21 décembre notamment? Je dirais un peu plus, madame. Le parti qui s'est engagé depuis toujours dans ce que je dois reprendre constamment la recherche de consensus est fer de lance de cet accord. Et justement, tel que vous avez dit, dans cet accord, le pouvoir devait être transmis
le 7 février à un président élu. Mais permettez-moi de dire que pour arriver au 7 février avec la transmission du pouvoir, il y avait un certain nombre de choses à régler. Il y avait la bataille pour établir la sécurité au pays. Il y avait la réforme constitutionnelle que l'on devait engager. Et dans l'intervalle, on a pu réunir ces conditions-là préparatoires à la tenue des élections. Ça, et le constat, il est là. On n'a pas pu organiser les élections parce que le consensus recherché n'est pas encore trouvé. Et tel que vous l'avez dit, c'est notre point de vue. Et on ne peut pas laisser le pays tel qu'il est. Nous devons faire ce qui est en notre pouvoir pour trouver l'accord nécessaire, l'accord utile pour engager le pays dans la voie du progrès et de la modernité. Cet accord, où est-ce qu'on va le trouver? Cet accord dont vous parlez, qui pourrait nous faire sortir de cette crise? Où est-ce qu'on va le trouver? Nous partons de l'idée qu'il n'y a rien à l'intérieur d'un pays que l'on peut réaliser lorsque les groupes ne s'accordent pas, lorsque les groupes ne trouvent pas entre eux l'harmonie nécessaire pour avancer. Alors, nous disons, pour nous, à l'intérieur de la fusion, la bataille pour la recherche de consensus, elle est permanente. Elle est attachée à notre philosophie politique et nous ouvrons les bras à tous les citoyens, à tous les partis politiques, à tous les groupes de la société pour que, dans ce que nous appelons chez nous le dépassement nécessaire, nous puissions arriver à nous mettre ensemble, même s'il doit y avoir des désaccords, mais c'est plutôt ce qui est bon pour le pays, un accord sur les désaccords pour se donner le contexte approprié à la tenue des élections que, en tant que démocrates, nous appelons de tous nos feux. Maître Mozart, vous y croyez toujours, en tenant compte des différentes tentatives de la CARICOM, par exemple, malgré ces tentatives, il n'y a eu aucun accord. Aujourd'hui, croyez-vous encore qu'on pourra trouver un accord le plus rapidement possible? Je ne mettrai pas de date. Je dirais qu'il faut chercher ce consensus. Il faut le trouver là où il est, madame. Où est-ce qu'il est, justement? Dans ce consensus, sans la mise en commun des énergies sur un problème, en fait, qui est le problème des Haïtiens, nous croyons, même si ça paraît difficile, mais dans un dépassement, ça veut dire ne pas se regarder, mais regarder le résultat que l'on peut trouver, tout comme ça a été le point de départ de la société haïtienne. C'était deux forces contraires, totalement opposées. Je veux citer la force représentée par Jean-Jacques Dessalines, parce qu'il faut toujours aller dans l'histoire pour se dire si nos pères fondateurs ont pu faire, lorsque plusieurs personnes se disaient qu'il était impossible de trouver, mais c'est avec cette alliance qu'on a pu trouver le ressort nécessaire pour construire ce que l'humanité ne croyait pas possible pour nous Haïtiens, l'indépendance de 1804. Moi, je pense que face à cette réalité, face aux problèmes auxquels nous faisons face dans la société, face à l'insécurité, face à cette difficulté de se déplacer de point à l'autre, les problèmes, les familles telles qu'elles sont aujourd'hui éparpillées à cause de l'insécurité, moi je pense que pour résoudre, la bonne source, c'est le consensus que nous disons chaque jour nous autres, le consensus nécessaire, le consensus suffisant pour arriver à quelque chose de bon et d'utile pour le pays. Moi je crois, et c'est ça la philosophie que nous cultivons à l'intérieur de notre parti, chaque fois que ça paraît difficile, croyez qu'on peut arriver dans ce dépassement nécessaire. Et c'est ça que nous voulons nous dire que c'est possible et ça peut se faire. Et nous croyons que nous allons pouvoir construire ça. Maître Clérisson, croyez-vous également que ce gouvernement est toujours capable de créer les conditions pour l'organisation des élections? On parle notamment de résoudre le problème de l'insécurité. Et nous vivons l'insécurité.
et elle pose problème à chacun de nous en quelques lieux que nous pouvons nous trouver dans la société haïtienne. Nous avons vu qu'une analyse à l'intérieur du contexte haïtien et a porté le gouvernement à chercher secours ailleurs. Et il y a une réponse qui a été donnée, c'est dans la résolution du 15 septembre par la formation d'une force multinationale pour faire, et ce qui est important pour nous. Et aujourd'hui, nous voyons que le déploiement de cette force fait face à un obstacle à partir de la constitution du Kenya qui devait conduire la force multinationale. Et le parti a fait sortir une note ce matin pour dire qu'en attendant que cette force arrive, ne puissions-nous pas trouver à l'intérieur du pays cette addition de force capable de construire cette sécurité nécessaire en attendant que la force multinationale arrive. Parce que de part et d'autre, les cris arrivent. Parce que c'est aujourd'hui, et le Volker Turk, qui est le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a fait une déclaration sur Haïti aujourd'hui, que je partage avec les auditeurs. Aujourd'hui, plus que jamais, les vies des Haïtiens dépendent du déploiement, sans plus tarder, de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, pour soutenir la PNH et assurer la sécurité de la population. C'est le cri de M. Volker Turk, au commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Et je pense que la volonté, elle est là. La volonté, elle est là. Nous attendons que les différentes forces se mettent ensemble pour engager la bataille en vue de la construction de ce contexte nécessaire à l'organisation des élections. Donc si l'on comprend bien, aujourd'hui, selon vous, une autre transition n'est pas nécessaire, un autre accord n'est pas nécessaire, on doit tout simplement attendre le déploiement de la mission multinationale pour vraiment commencer à parler des préparatifs pour les élections. J'ai écouté des représentants des Nations Unies s'exprimer de la sorte. J'ai écouté le chargé d'affaires américain faire l'expression en la même forme. Et s'il est possible de ne pas se donner un autre temps dans une transition, moi je pense que ce serait mieux. D'accord. Et si l'on peut effectivement arriver à dégager la voie pour comprendre qu'il y a cette nécessité aujourd'hui de faire quelque chose de bon, moi aussi je veux dire qu'il nous faut, dans le contexte, trouver les voies et moyens de la construction de la paix nécessaire à ce que nous attendons tous. Merci infiniment, Maître Mozor Clérisson. Merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie, madame. Et je salue les auditeurs encore une fois. Bonsoir, madame. Voilà, c'est avec nous, Maître Mozor Clérisson, porte-parole et secrétaire général adjoint du parti Fusion. Avec lui, nous avions commenté l'actualité, notamment parlé de cette note parue hier en ce qui a trait à la crise politique en Haïti. Merci de votre fidélité. Les informations continuent à Metro News. Le comité directoire du Réveil national pour la souveraineté d'Haïti se montre consterné suite à la mort des 5 agents de la BESAP survenue le 7 février dernier par des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti à Labouldis. Des membres de cette structure fustigent ce comportement violent des forces de l'ordre et entendent déposer plainte au cabinet d'instruction contre ces agents afin que justice soit rendue. Du même coup, face à ce constat, ils n'entendent pas garder le silence. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le Réveil national n'entend pas garder le silence face à cette réalité où 5 agents du corps dénommé BESAP ont été tués par des forces de l'ordre. Maintenant, nous, Haïtiens campés, et la venger sans mon ça songe. Nous pas faire bac. Sans apporter de précision, des membres de la structure ne ménagent pas leurs propos. Je dis les gars attaquer nous, c'est nous faire couper fait pour nous. Toutes armes légales pour nous. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Autre nouvelle, des journalistes haïtiens ont perturbé une conférence de presse de la police nationale pour protester contre les actes de brutalité policière. Sur le reporter d'images Jean-Marc Jean, les journalistes ont forcé le porte-parole de la police, Gary Desrosiers, à se rendre à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, où le journaliste reçoit actuellement des soins. Le journaliste a perdu un œil après avoir été gazé en plein visage par un policier lors d'une manifestation antigouvernementale jeudi 8 février 2024. Les travailleurs de presse exigent donc des sanctions drastiques contre ce policier. Par ailleurs, le collectif des avocats pour la défense des droits humains envisage de porter plainte contre le policier, à la fois à l'inspection générale de la police et par devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince pour tentative d'assassinat. Cette conférence bilan prévue par la PNH ne s'est pas terminée comme le porte-parole de l'institution policière l'aurait espéré. Gary Desrosiers a été transporté à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti par des travailleurs de presse. Moi, je suis journaliste, jeune journaliste Jean-Marc. Et matin, on a de maman dans Radio Caraïbe. Il est arrivé dans le cœur. Et Moyo était très fort. Surtout, maman Saha, qui décrit petit lion, effort qu'il fait à petit lit pour qu'elle arrive là. Un confrère journaliste a perdu son œil suite à une bonbonne de gaz lacrymogène. La PNH entend prendre des mesures, assure le porte-parole. Moi, je parle avec maman. Maman dit, mais qui ça que vous avez besoin de faire une urgence? Ce que moi-même, moi, prends responsabilité que je parle au niveau, au commandement, pour que je sois capable de porter doléance. Fort de ce constat, les journalistes insistent sur le fait que des mesures doivent être prises à l'encontre de cet agent de l'ordre. Dès que je m'étends des parents, premier bail que je fais, moi informer des autorités au niveau de la police pour me dire mes saliers et mes qui poursuivis, le même bon côté par eux, il a fait suivant le règlement de discipline général là. Mais encore une fois, ça qui passe là et quel que soit ce qu'on va faire avec les journalistes là, en termes de prise en charge, il n'y a pas qu'à remplacer Sam Sotoué là. Bien que je ne peux pas jouer, mais c'est dur et c'est triste. Mais comme nous achons, c'est ça que nous autres, permettre que moi à l'adresser problème ça et au fur et à mesure pour que je capable prendre l'autre monde. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Parlant à présent de l'assassinat du président Jovenel Moïse, la justice américaine a condamné ce vendredi à la prison à vie Joseph Vincent, accusé de complot en vue d'assassiner le président le 7 juillet 2021. Vincent, un haïtien américain de 58 ans, a comparu devant un tribunal fédéral de Miami, en Floride, 2 mois après avoir plaidé coupable de participation à l'assassinat. Dans une déclaration signée, l'accusé a reconnu en décembre avoir rencontré d'autres conspirateurs de février 2021 jusqu'au jour du meurtre. Aux premières heures du 7 juillet, il a accompagné d'autres accusés à la résidence privée de Moïse où un commando de mercenaires colombiens a abattu le président. Il se faisait toujours passer pour un employé du département d'État américain. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a émis vendredi un avertissement urgent concernant l'aggravation de la catastrophe des droits humains en Haïti. Selon lui, au moins 806 personnes non impliquées dans les violents échanges en cours ont été tuées, blessées ou kidnappées en janvier 2024. Quelques 300 membres de gangs ont également été tués ou blessés, portant le nombre total de personnes touchées à 1108, soit plus de 3 fois le nombre enregistré en janvier 2023. Il faut souligner également que l'UNICEF est profondément préoccupé par les récents rapports révélant la violence à laquelle les enfants sont confrontés et dont ils sont témoins dans le cadre des événements sociopolitiques actuels en Haïti. Selon l'Agence des Nations Unies, la protection des enfants devrait être la priorité. L'UNICEF appelle tout un chacun à protéger les enfants et à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne soient exposés à des événements violents qui pourraient mettre leur sécurité et leur vie en danger. En dépit du climat d'insécurité qui règne un peu partout à travers le pays, ceci n'a pas empêché à des milliers de personnes de prendre part chaque dimanche
à des festivités pré-carnavalesques. Cette année, le carnaval national n'aura pas lieu. Cependant, les différentes mairies du pays peuvent organiser des festivités selon une source gouvernementale. D'autant que la primature souligne à l'attention des agents de l'administration publique, du patronat des employés du secteur privé, qu'à l'occasion des festivités carnavalesques, l'administration publique, le commerce, l'industrie et les écoles chômeront. La journée du lundi 12 février 2024 à partir de midi, la journée du mardi 13 et celle du mercredi 14 février 2024 intégralement sur toute l'étendue du territoire national. Nous refermons cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce vendredi. Une certaine accalmie semble s'installer dans la plupart des villes du pays et également à Port-au-Prince ce vendredi, 2 jours après l'agitation qui a secoué le pays suite à l'appel de l'opposition visant à renverser le gouvernement d'Ariel Henry. Les menaces continuent de planer sur le pays après la date du 7 février. Certains leaders de l'opposition ont durci le ton en annonçant des manifestations violentes contre le gouvernement en place. Et puis plus de 800 personnes non impliquées dans les violents échanges en cours ont été tuées en Haïti en janvier 2024, selon le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk. Le diplomate a fait remarquer que le nombre de victimes a triplé par rapport à janvier 2023. C'est la fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Très bon week-end et surtout très bonne période carnavalesque à tous.